Merci de vous informer avec Puissance Télévisions. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 24 octobre. Depuis mardi, un arrêté officiel élève le niveau de risque pour l'influenza aviaire sur l'ensemble du territoire national. En Marne, une surmortalité des grues cendrées a été observée autour du lac du Der. Le musée de Saint-Dizier met à l'honneur la brasserie du Fort Carré, symbole du patrimoine local. À travers une centaine d'objets, l'exposition retrace 175 ans d'histoire et le savoir-faire brassicole bragard. C'est l'un des grands rendez-vous économiques de l'année. Il s'apprête à faire son retour. La nuit des réussites. Le jury s'est réuni pour départager plus d'une centaine d'entreprises candidates et les choix sont faits. Point rapide sur la météo, un vendredi bien humide s'annonce sur nos départements avec du vent mais quelques éclaircies. Les températures, vous le voyez, resteront fraîches et homogènes autour de 9 à 12 degrés cet après-midi. Ce sont des oiseaux très attendus. Les grues cendrées observées cette année au lac du Der semblent pourtant fatiguées. Les services de l'État constatent une surmortalité inhabituelle parmi les volatiles très présents en cette période de migration. Plusieurs dizaines d'oiseaux ont été retrouvés morts ou affaiblis, probablement touchés par l'influenza aviaire hautement pathogène. Les autorités rappellent les consignes de prudence, ne pas manipuler les oiseaux morts ou malades et signaler tout cas suspect aux services vétérinaires. Tout autre chose désormais, créée en 1796, la brasserie du Fort Carré a marqué le paysage de la cité bragarde. Du 20 octobre au 19 avril 2026, le musée de Saint-Dizier accueille une exposition temporaire qui retrace l'histoire de cet établissement emblématique à travers de nombreux objets. Et certaines pièces proviennent d'une partie de la collection personnelle d'un bragard passionné. Janice Gallard vous propose une visite. En 175 ans d'existence, elle a marqué la cité bragarde. En activité de 1796 à 1955, la brasserie du Fort Carré était autrefois l'un des fleurons économiques de Saint-Dizier. L'établissement est aujourd'hui mis en lumière dans une exposition du musée de la ville. Techniques de production de la bière, objets publicitaires, politique commerciale, à travers une centaine de pièces, l'histoire de la brasserie est dévoilée au public. Un moyen de faire découvrir cette entreprise à l'origine de la Tour Micot lors d'une année anniversaire. Les pièces peut-être dont on se souviendra avec de l'exposition. Alors déjà, il y a un magnifique vitrail qui représente, on voit la figure de François Ier, une pièce magnifique et très imposante. Dans les objets, on va dire plus insolites, mais qui ne manquera pas d'intéresser le public, un bocal de poussière d'orge de 1970, sans doute l'une des dernières fournées de la malterie avant sa fermeture. On aura aussi beaucoup de photos, représentations de la brasserie dans les années 30 qui nous permettent aussi de comprendre justement son importance. 29 des pièces exposées proviennent de la collection privée de David, un bragard passionné. Au bout d'environ 25 ans de collecte d'objets sur la brasserie Fort Carré, il a accumulé près de 600 pièces différentes. Pour lui, l'importance de cette exposition est de rappeler le patrimoine brassicole. Étant jeune, j'allais dans les cafés. Donc, on commençait à boire quelques bières et puis à récupérer des sous-bocs, des coupe-mousses, des verres. J'ai appris, on va dire peu de temps après, qu'il y avait eu une brasserie sur Saint-Dizier. Et étant bragard, je me suis dit, bon ben voilà, il faut que je commence sur la brasserie du Fort Carré. Je recherche toujours autant. Toujours une passion, mais on a toujours des objets qu'on n'a pas, qu'on aimerait avoir. Tout au long de l'exposition, ateliers, conférences autour de l'histoire de la brasserie, animations, activités ou encore visites apéro pour déguster et découvrir les propriétés de la bière seront organisées pour la compléter. Elle prendra fin le 19 avril 2026. Organisée par Puissance Télévisions et la CCI Meuse-Haute-Marne, la Chambre de commerce et d'industrie, la seconde édition de la Nuit des réussites se tiendra le 20 novembre 2025 à la Barroise de Bar-le-Duc. L'échéance se rapproche et le jury vient de se réunir. Ce jeudi, tous les membres étaient ensemble pour choisir les nominés et les gagnants des 8 récompenses qu'il va remettre. Sans vous en dire trop, nous vous proposons de découvrir les coulisses. Bonsoir et bienvenue en direct des Fuseaux, la salle des Fuseaux à Saint-Dizier, où j'ai le grand honneur de co-animer ce soir une première. C'est la première nuit des réussites. En 2024, 9 prix ont été remis, 9 entreprises ont été récompensées pour leur savoir-faire et leur apport au développement économique du territoire.
La Nuit des réussites Meuse-Haute-Marne avait réuni des centaines d'entreprises avec un but, prouver que nos départements sont riches d'initiatives entrepreneuriales. Cette année, la soirée économique revient pour une seconde édition. C'est ici, dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie, que se prépare la soirée. Le jury, composé d'acteurs du territoire, d'institutions, d'entrepreneurs ou d'anciens lauréats, s'est réuni pour choisir les nominés et les gagnants des 8 récompenses. 130 candidats pour 2025, il est désormais temps de choisir. Par rapport à l'an passé, on a un peu plus, donc ça montre aussi toute l'effervescence, toute la réussite de la première édition. Donc, en fait, c'est une parole libre. Chacun apporte son point de vue, on débat. Il y a eu ce matin déjà pas mal de débats. C'est super intéressant parce que derrière chaque entreprise qui est présentée, il y a une histoire d'hommes et de femmes qui entreprennent. Et finalement, les gens autour de la table ont ce point en commun, c'est d'avoir envie effectivement d'avoir des belles histoires, des belles réussites. Cette année, 69 entreprises sont haut-marnaises et 66 meusiennes. Parmi les membres du jury, Roxane, la gérante de la SCOP La Meusienne d'Ancerville, avait remporté l'année dernière le trophée de l'emploi. Le gagnant est la SCOP La Meusienne. Ça a été dans l'effervescence qu'on a connue l'année dernière, ça a été une vraie bouffée d'air pour tout le monde, une reconnaissance du travail accompli. Elle intègre les coulisses pour choisir les futurs lauréats. Les choix sont très difficiles. Je ne pensais pas que ça serait aussi dur. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises très différentes, avec des niveaux de salariés, il n'y a pas le même nombre de salariés, il y a des choses qui sont très récentes, des choses plus anciennes, il y a des savoir-faire patrimoniaux, et donc il y a beaucoup de débats dans le jury. Le public est lui aussi un jury, il peut élire son entreprise préférée sur le site internet de la Nuit des réussites. Tous les trophées seront remis à la Barroise de Bar-le-Duc le jeudi 20 novembre. Et un rendez-vous à suivre en direct sur Puissance Télévisions. Sur le coteau de la rue de la Vallée à Chaumont, des arbres fragilisés représentaient un véritable danger pour les habitations et la circulation. Pour prévenir tout risque, un chantier forestier exceptionnel a été déclenché. L'Office national des forêts, des bûcherons et des engins spécialisés travaille actuellement pour sécuriser le secteur et protéger les riverains. Célia Richard s'est rendue sur place. Des troncs fragilisés, des pentes abruptes et le danger qui guette les riverains. À Chaumont, la municipalité engage depuis ce lundi un chantier forestier hors du commun pour sécuriser le coteau de la rue de la Vallée. On est actuellement en train de sécuriser cette parcelle suite à des dépérissements récurrents et des interventions ponctuelles qui ont été conduites les 4 dernières années. Il devenait relativement important de par la proximité de la route et la récurrence des chablis qui interviennent de façon plus ou moins impromptue, puisqu'on ne peut jamais savoir à quel moment un arbre tombe. L'idée, c'est vraiment de mettre en sécurité les usagers de la route, bien entendu, mais aussi les habitants, et aussi protéger toutes les infrastructures qu'il pouvait y avoir le long de la route, la ligne électrique et aussi la ligne téléphonique. Une zone ciblée de par sa topographie. En fait, là, on peut distinguer sur le plan que la pente est vraiment très élevée. En fait, la couleur rouge nous indique que la pente est très forte, d'où la nécessité que l'emprise soit relativement large en cas de chute d'arbres. C'est des chantiers qui ne sont pas faciles à réaliser, même pour les bûcherons. C'est, on va dire, des travaux qui sont hors du commun pour eux aussi. Eux, ils ont plus l'habitude d'être dans un cœur de massif à travailler. Là, ils sont vraiment à côté des habitations, à côté de la voirie. C'est des choses qu'ils ne font pas tous les jours non plus. Donc c'est des travaux qu'on va dire assez exceptionnels. Avant le début du chantier, tous les arbres du secteur ont été recensés et marqués afin de savoir exactement lesquels doivent être abattus et d'organiser le travail en toute sécurité. Pour sécuriser ce secteur, les entreprises spécialisées interviennent sur 2 semaines, en journée, pour limiter les risques. La municipalité et l'Office national des forêts supervisent l'ensemble des opérations pour protéger les habitants et usagers. Ils abattent vers le bas en direction de la route pour qu'ensuite les bûcherons puissent le façonner en un tel métrage en fonction des usines où ça va après. Donc en fonction du style de bois, donc ça peut être du bois d'industrie qui vont être ensuite mis en tas en direction des usines, ou le bois d'œuvre, donc le bois d'œuvre qui va servir à faire des meubles, etc., qui va être ensuite transporté sur une autre forêt pour ne pas déranger la circulation après ces 2 semaines de travaux. Même abattus, les arbres continueront à stocker du carbone, ainsi que les futures plantations. Le bois récolté sera partiellement revendu, environ 600 m3 de bois d'industrie et 100 m3 de bois d'œuvre. L'opération représente un coût total de 53 000 €. Ce projet
s'inscrit dans un plan global de gestion de 1250 hectares. Il collectionne les trophées de chasse, les appâts, mais aussi les crottes d'animaux. Oui, vous avez bien entendu, à Bussy-la-Côte, dans la Meuse, Alain François a réuni au fil des années une collection pour le moins insolite. Les crottes venues des 4 coins du globe, soigneusement étiquetées et préservées, vous allez le voir, il en prend très soin. Une passion née de sa pratique de la chasse. Entre anecdotes de terrain, expéditions lointaines et humour, Alain nous a ouvert les portes de son univers où même les bouses ont une histoire, vous allez le voir. Anthony Jacquet et Léo Martin. Tiens, regardez. On a une belle là. Alain aime collectionner les trophées de chasse ou encore les appâts, mais sa collection la plus insolite reste les crottes d'animaux. Oui, là, elles sont toutes étiquetées. Bouses, crottes, crottins, elles ont toute une histoire. J'en ai du monde entier parce qu'il y a des gens qui m'ont, il y a plein de gens qui m'ont envoyé. Ça, c'est un loup. Ça, c'est une crotte d'éléphant. Cette passion s'est développée avec le temps et surtout grâce à sa passion première, la chasse. Tout part du brevet de grand gibier qu'il a mis en place. Cet examen non obligatoire sert à approfondir les connaissances et les qualifications. Pour le réussir, les chasseurs doivent savoir reconnaître des crottes d'animaux, même les plus vieilles. Là, j'en ai une belle, là, d'une crotte humaine, 30 000 ans avant Jésus-Christ, là, au musée de Porto. Une question se pose, la conservation d'une telle collection. Les carnivores, il faut les stériliser. Et une bouse de vache, par exemple, ça sèche tout seul. Hein. Et il y en a, il faut les stériliser avec... Mais on a, nous, en médecine, on a des trucs pour stériliser. Dans le temps, on stérilisait sous beaucoup de choses, avec des comprimés. Si elles sont humides, ça va puer. Mais si elles sont bien dures, ça ne pue pas du tout. Comme beaucoup de chasseurs, Alain expose fièrement ses plus beaux trophées de chasse qu'il peut compter par dizaines. Celui qui est là-haut, il vient d'Iran. J'ai fait 2 voyages en Iran. Sa pièce maîtresse, c'est un ours de Mongolie. L'ours, il a quand même une histoire un peu qui est même pas banale parce que j'étais à cheval. C'était dans le nord de la Mongolie, là où il y a des forêts. On campe toujours sous des tentes, on campe comme on peut. Enfin, c'est toujours un peu spartiate, hein. Mais on a l'habitude. Pour rappel, en France, l'ours est une espèce protégée et le tuer est un délit puni par le Code de l'environnement. L'acte est condamnable de 2 ans de prison et 150 000 € d'amende. Derrière chacun de ces trophées, il y a une histoire et un souvenir. C'est plus de 60 ans de traque de grands gibiers autour du monde qui sont accrochés à ces murs. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, l'interview sportive de la semaine. On reçoit aujourd'hui Alizée, une Marnaise championne de France de jet ski. Elle revient avec nous sur son parcours. Tout de suite, la météo.